Au commencement, ce n'était qu'une rumeur. Un animal rôdait dans la montagne. Un loup, un fauve, un monstre, disaient certains. Lorsque l'on découvrit les corps mutilés des premières victimes, on lui donna enfin un nom, la bête. En chargeant la bête, le troupeau avait sauvé la vie de cette jeune femme. Ce fut la première à pouvoir décrire l'animal. Selon elle, la bête ressemblait à un loup, mais n'en était pas un. Nous sommes au début de l'été 1764, en France, isolés sur un haut plateau aux confins de l'Auvergne et du Languedoc. Il règne dans le Gévaudan de cette fin d'Ancien Régime une misère profonde et lancinante, vécue comme une fatalité contre laquelle personne ne songe à s'élever. Ici, vivre debout consiste à se signer devant chaque calvaire, au départ de chaque chemin. Malgré les prières, la bête s'enhardissait. Elle attaquait maintenant en plein village. En septembre, des habitants la surprirent lapant le sang qui s'écoulait de la gorge de sa victime. Cette fois-ci, les témoins furent nombreux et la description précise. Longue, basse, plus grosse qu'un loup, rousse, avec une bande noire tout le long du dos. Forte griffe, grosse tête, gueule énorme et queue très fournie qu'elle agite en grognant. Confondus par un tel portrait, les autorités locales firent appel au gouverneur militaire de la province. À mon commandement, en avant! À la tête d'un détachement de 57 dragons, le capitaine Duhamel débuta sa campagne contre la bête en forêt de Mercoire. Duhamel ne doutait pas du succès de sa mission. Elle lui semblait facile, et même un peu ennuyeuse. Le capitaine ignorait encore qu'en Gévaudan, son destin allait basculer. Pour lui, la bête n'était qu'un loup. Il prit donc le parti d'en tuer le plus grand nombre possible. Ainsi espérait-il que le fauve avide de chair humaine se compte parmi ses victimes. Mais a-t-on déjà vu un loup préférer la saveur du berger à celle de ses moutons ? L'attitude des prédateurs est toujours de chercher la facilité. Mais rechercher la facilité, pour eux, cela ne veut pas dire attaquer l'homme. Dans le cas d'un berger et de son troupeau, la facilité pour lui, c'est d'attaquer les brebis, et non pas d'attaquer l'homme. L'homme, il en a peur, l'homme n'hésitera pas à lui jeter des pierres, à faire du bruit, à le menacer. Et puis ensuite, le loup a peur de l'homme parce qu'il est chassé par celui-ci. Échappant aux manœuvres des soldats, la bête s'enfuit vers l'ouest et se fit errante. Sa route, faite de déplacements rapides et lointains, fut constamment balisée par des drames. Son adversaire devenu insaisissable, Duhamel fut contraint à l'immobilisme. Pour lutter, il ne restait aux hommes que leur colère, ou peut-être la fortune d'un coup de fusil bien ajusté. Le 30 septembre, la bête fut tirée, à 3 reprises, à courte distance. Sous chaque feu, elle s'effondra en hurlant, accusant le choc du projectile contre ses flancs. Mais lorsque les paysans s'approchèrent du corps inerte, la bête se releva et disparut dans les bois. Les chasseurs stupéfaits la regardèrent s'éloigner sans même songer à recharger leurs armes. Il est évident que si l'arme qu'ils ont utilisée était chargée de petits plombs, ça n'avait aucun effet sur la peau d'un loup.
Mais je ne pense pas qu'ils avaient chargé avec du petit plomb. Je les vois beaucoup plus chargeant leur fusil avec une balle ou avec des balles. Et auquel cas, le problème qui se pose, c'est un problème de distance. On nous parle de 10 pas, mais 10 pas. Est-ce vraiment 10 pas? Ou est-ce 30 pas? Ou 40 pas? Auquel cas, on comprend parfaitement que l'animal peut recevoir le coup et ne pas être tué et repartir. Après cette escarmouche, les agressions cessèrent. La tueuse avait disparu. Cependant, les affiches, placardées partout dans les villages, diffusaient l'image d'un animal féroce et singulier, stimulant l'imagination populaire. La trêve que la bête accorda aux hommes dura 3 semaines. À la reprise des attaques, la Malbête était déjà dans l'esprit de tous une créature surnaturelle et insensible aux balles. Bien plus qu'un simple loup, la rumeur l'avait élevé au rang d'animal mythique. Les représentations de la bête étaient diffusées en majorité dans la presse, c'est-à-dire la Gazette de France, le Courrier d'Avignon, dans des placards, des affiches qui étaient collées dans les rues, dans les places publiques, dans les foires. Donc la population qui ne savait pas lire pouvait voir la bête, qui était évidemment représentée de manière à faire peur. Donc ces représentations ont un rôle très important pour contribuer à propager cette rumeur. À nouveau sur les traces de la bête, le capitaine Duhamel menait une traque âpre et obstinée, sans cesse contrarié par le vent, le froid et la pluie d'octobre. Constatant son impuissance, l'officier opta pour la tactique de l'embuscade. Cette fois-ci, la victime était veuve. Son cadavre, décapité et à demi dévoré, allait servir d'appât. La nuit passa, et la bête ne vint pas. Au matin, on dut se résoudre à inhumer le cadavre. La tête, elle, ne fut jamais retrouvée. Il a été fait plusieurs fois mention dans les archives nationales que les victimes étaient porteuses d'une coupure franche et précise à la base du cou. Le loup ne peut pas trancher une tête ou décapiter une proie. Il s'agissait fatalement d'une opération, d'une main humaine pour trancher une tête. Aucun animal ne sera en mesure de trancher la tête. La bête n'est pas seule. Les têtes coupées et les cadavres retrouvés nus trahissent incontestablement les agissements d'un déséquilibré. On a pourtant du mal à imaginer un tel criminel dans une campagne française en plein XVIIIe siècle. Le Gévaudan, la Margeride en tout cas, c'est-à-dire la partie nord du Gévaudan, était une société très très violente. C'était une société à vendette, ou à quelque chose qui peut s'assimiler à la vendette. Il y a énormément de crimes d'honneur. Peu d'hommes peuvent se marier dans cette société, donc il y a beaucoup de viols d'enfants. Et puis il y a aussi évidemment la criminalité liée au bal, liée aux fêtes, liée au retour de foire. Ça donne une société, une des sociétés les plus violentes en France. Je crois la société la plus violente en France jusqu'à la guerre de 14. Si Duhamel doutait maintenant de n'avoir affaire qu'à un vulgaire loup, il était loin d'imaginer un homme aux côtés de l'animal. Plutôt qu'à son esprit, assombri par trop de questions sans réponse, il s'en remit à son orgueil, piqué au vif par l'échec. Le capitaine modifia une fois encore sa stratégie. Il scinda ses troupes en 4 groupes dispersés sur le territoire de son ennemi. Mais la bête faisait preuve d'une mobilité déconcertante, attaquant tour à tour du Gévaudan jusqu'en Auvergne. Certains esprits, les plus cartésiens, craignaient même qu'il n'y eût 2 bêtes. Mais la plupart des habitants n'attribuaient au monstre qu'un fabuleux pouvoir de plus, le don d'ubiquité. On ne peut pas dire que les paysans
et des pratiques païennes, entre guillemets, mais parmi les anges, parmi les diables, parmi les saints, se faufilent quelques bêtes qui se transforment, quelques diables qui prennent la forme de loups, quelques sorciers aussi. Mais ce sont des pratiques qui font partie du monde du catholicisme populaire, entre guillemets. Ici, on croit au bon Dieu et au diable, mais aussi aux sorciers et aux loups-garous. Créatures fantastiques, mi-homme, mi-bête, au fond, le portrait est assez ressemblant. Son corollaire dans la tradition populaire est le meneur de loups. Un homme qui se fait obéir de ses fauves comme s'il était l'un des leurs. Un homme qui dresse les loups. Pour dresser un loup, disons la voie la plus simple, c'est d'abord de l'élever dès la naissance, dès qu'il est tout petit. C'est très facile pour vous de prendre la position de dominant à partir du moment où vous l'avez élevé. Et ensuite, vous pouvez lui apprendre des choses. C'est-à-dire qu'il va accepter certaines choses, il va obéir à certaines choses, mais il ne deviendra pas l'ami du genre humain. Pas du tout. Il reconnaîtra cette personne comme son dominant, comme son père, son dominant, son chef de meute, tout ce que vous voulez, mais pas les autres par assimilation. Donc en général, ça se termine très mal. Durant tout l'automne, Duhamel avait mené une campagne épuisante. Il avait abattu 74 loups, mais sa route n'avait jamais croisé celle de la bête. Ce jour-là, nous étions le 22 décembre. C'était le premier jour de l'hiver et quelque chose allait changer. La défaite du capitaine Duhamel fut amère. Dès le lendemain, cet échec consacra sa disgrâce. Avant de quitter le Gévaudan, il fit réaliser un croquis de la bête et l'envoya à l'intendant de la province, accompagné de ces quelques notes. Poitrail de léopard, pattes d'ours, oreilles de loup. Sans doute penserez-vous comme moi qu'il s'agit d'un monstre hybride dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère. Nous sommes au siècle des Lumières, et pourtant l'étude de la faune n'en est qu'à ses balbutiements. Buffon, le célèbre naturaliste, rédige alors des ouvrages de sciences naturelles illustrés de créatures aussi déconcertantes que le sont celles qui hantent les esprits ténébreux. Dans un tel contexte, rien d'étonnant à ce qu'un loup coupe la tête d'un homme. À l'époque, les décapitations n'apparaissent à personne comme une preuve d'intervention humaine. À la fin de l'année 1964, on a eu à peu près une trentaine, de 30 à 35 attaques, au moins 20-25 meurtres et 6 décapitations. Si on regarde l'ensemble des attaques, on a effectivement une proportion de 2 femmes pour un homme. Mais quand on regarde de plus près celles qui ont entraîné la mort, les meurtres, on se rend compte que ce sont essentiellement les femmes. Il y a des hommes bien sûr, mais à ce moment-là, ce sont des hommes très jeunes, disons des adolescents dont l'âge est inférieur à 15 ans. Soucieux de l'influence croissante des nouveaux philosophes et des encyclopédistes,
L'évêque du diocèse était bien loin des violences qui désolaient le Gévaudan. Pour lui, cette affaire était avant tout l'occasion de raffermir l'autorité du clergé. Il rédigea un mandement qui allait être lu au soir du Nouvel An dans toutes les chapelles de l'évêché. Vos malheurs ne peuvent venir que de vos péchés. Pères et mères, qui avez la douleur de voir vos enfants égorgés par ce monstre, n'avez-vous pas lieu de craindre d'avoir mérité par vos dérèglements que Dieu les frappe d'un fléau si terrible ? J'armerai contre vous, disait-il, les dents des bêtes farouches. Ce sexe, dont le principal ornement fut toujours la pudeur et la modestie, semble aujourd'hui n'en plus connaître. Il se donne en spectacle et se fait gloire de ce qui devrait le faire rougir. Où trouverons-nous remède à tant de maux, si ce n'est dans un véritable et sincère repentir? Pour l'Église, la bête était une punition divine. En accréditant un caractère surnaturel au fléau, l'évêque abandonnait le Gévaudan à l'obscurantisme. Le début de l'année 1765 fut terrible. En l'absence des soldats, la bête se déchaînait. Les meurtres étaient quotidiens et les attaques d'une témérité comme jamais jusqu'alors. Duhamel fut précipitamment rappelé en Gévaudan, mais l'officier se perdait en conjectures. Exaspérés par l'échec, les dragons se comportaient maintenant comme une véritable armée d'occupation. Toute personne victime d'une attaque était tenue de le signaler sans délai aux militaires. Quant aux contrevenants, gare aux représailles. Allez, viens avec nous. Lâchez-moi. Lâche-moi. Je suis pas Allez, ma fille. Aussi, ça va. Rigolez avec nous. Pas ton manière, pas ton manière, ma jolie. Isolés par petits groupes, les soldats se livraient à de nombreuses exactions. Les champs étaient saccagés par le passage des cavaliers. Des cadavres d'animaux étaient empoisonnés, puis disséminés à travers une campagne, désormais nauséabonde. Le Gévaudan ressemblait de plus en plus à un pays en guerre. Même si les dragons étaient censés protéger les personnes, en fait, ils représentaient une charge économique très très lourde pour des gens qui avaient beaucoup de mal à se nourrir eux-mêmes. Il fallait les coucher, il fallait les nourrir. C'était aussi une charge politique parce que ça voulait dire une certaine surveillance sur la vie locale, éventuellement une surveillance de type policière. Et ça, les personnes n'étaient évidemment pas très enclines à le supporter. Les dragons se sont déjà tristement illustrés en Gévaudan lors du conflit des Camisards. Une guerre civile et religieuse, tout en coups de main et en massacres, qui fait encore à l'époque l'objet des plus vifs ressentiments. Cette situation quasi insurrectionnelle a conduit certains historiens à imaginer la bête comme une arme de guerre. Un loup conditionné à attaquer l'être humain et lâché en pays catholique pour y répandre la terreur. Conditionner un animal à la proie, à attaquer l'humain, sans que le dresseur soit présent, ouais, c'est pas très compliqué. Ça nécessiterait d'avoir un ou deux ou trois petits-enfants qu'on va donner en pâture à un loup qu'on aura élevé, et on va lui sacrifier, mais vraiment lui sacrifier, un petit enfant. Quand vous l'aurez fait une fois ou deux, si vous relâchez ce loup, de toute façon, pour lui, un enfant deviendra immédiatement une proie facile. Donc si vous lui en fournissez des faciles et qui réussit, il va continuer après. Même si elles deviennent difficiles, il deviendra simplement plus agressif et plus malin. Et il s'attaquera même à plus gros. Les frasques du monstre nourrissaient les fantasmes les plus extravagants et alimentaient tous les potins du royaume. Le Mercure, la Gazette ou le Courrier d'Avignon relataient avec emphase l'héroïsme d'une mère ou le courage de Jacques Portefaix, qui, à 13 ans,
protégea ses camarades et repoussa le fauve. Louis XV, touché par une telle bravoure, offrit une formation militaire aux garçons et ajouta 6 000 livres aux récompenses déjà promises pour la tête de la bête. Près de 10 000 livres au total, une véritable fortune. Le fauve se cantonnait maintenant sur un territoire restreint centré sur la forêt de Thénazère. L'occasion pour Duhamel d'organiser une opération titanesque, mobilisant plus de 30 000 hommes. Sa stratégie était d'acculer l'adversaire sur les rives de la Truyère pour le soumettre à un feu nourri. La coordination entre tireurs et rabatteurs était essentielle au succès. Ce fut la plus grande opération menée à ce jour contre un animal. La bête fut effectivement débusquée. Elle essuya même plusieurs coups de feu. Conformément au plan du capitaine, sa fuite la mena sur les bords de la Truyère, aux environs du Malzieu. Mais les hommes chargés d'occuper l'autre rive n'étaient pas à leur poste. Cette ultime humiliation sonna pour Duhamel le glas de sa mission en Gévaudan. Les autorités recevaient de France entière toutes sortes de suggestions pour venir à bout de leur plaie. Chacun avait son idée sur l'identité du monstre et sa méthode pour l'éliminer. Sur la liste des suspects, on trouvait bien sûr le loup, mais également la hyène en bonne place, ainsi que l'ours ou le singe. Au fond, n'importe quel animal faisait l'affaire, fût-il imaginaire. Le seul à n'être jamais cité était pourtant le plus évident. On connaît à l'heure actuelle beaucoup de chiens qui retournent à l'état sauvage, qui peuvent vivre des mois, voire des années à l'état sauvage, et qui constituent d'ailleurs un problème dans certains pays. Certains sont des fauves qui sont peut-être plus agressifs même que ne le sont les loups, qui ont tendance à fuir l'homme, alors qu'eux sont familiers de l'homme et l'attaquent volontiers. Donc je pense qu'à l'époque, il y avait déjà une très grande diversification des races de chiens, mais dans les campagnes françaises éloignées, on en connaissait certainement que relativement peu, et qu'un hybride inhabituel un bâtard inhabituel pouvait apparaître comme un animal extraordinaire, surtout s'il était de dimension imposante. C'est un louvetier que Louis XV désigna pour diriger les chasses. L'un des plus grands du royaume, le sieur Denneval. Le fameux chasseur arriva sur place au début du printemps. Ce prestigieux Normand arborait 1200 loups à son blason. Mais le Gévaudan n'était pas la Normandie. Et la bête n'était peut-être pas un loup. La tueuse n'avait pas grand-chose à craindre de Denneval. Pour elle, le véritable danger venait des chasseurs locaux. Le 1er mai, tôt le matin, la bête fut blessée, au gros sang, disait-on. Les frères Lachaumette, 3 fins tireurs armés de bons fusils, l'avaient surprise alors qu'elle guettait un berger. Ils visèrent avec soin, firent feu et la touchèrent à 2 reprises. Mais une fois encore, le fauve se releva et s'échappa, comme si les balles ne pénétraient pas sa chair. Il a existé dans l'histoire, c'est un fait, des cuirasses pour chiens, des harnois de cuir, enfin des petits manteaux qui protégeaient effectivement le bassin, le corps de l'animal. Je ne les vois pas protégeant le loup, en l'occurrence, des impacts d'un projectile. Si votre animal avait été, supposons-le, revêtu, protégé d'une protection étrange, singulière, il n'aurait pas eu cette mobilité qui lui aurait permis d'échapper aux chiens, ne serait-ce qu'aux chiens des chasseurs. Moins de 24 heures après sa blessure, alors qu'on la croyait morte, ou pour le moins agonisante, la bête décapita une jeune fille.
De Neval, que son arrogance avait déjà rendu impopulaire, radicalisa ses méthodes. Désormais, il empoisonnait les cadavres abandonnés par le monstre pour les lui offrir en une pâture corrompue. De Neval ressentait chaque nouvelle décapitation comme autant d'affronts à sa renommée de chasseur. Fort de son expérience de louvetier, il avait acquis la certitude que son gibier n'était pas seulement un animal. Quand on regarde les événements qui ont généralement précédé les attaques ou les meurtres, on se rend compte, en particulier pour les décapitations, qu'il y a beaucoup plus de décapitations lorsque la bête a été tirée, blessée, éventuellement simplement aperçue ou poursuivie. La bête semble donc sensible aux blessures d'orgueil, un bien étrange mobile pour un animal. Ces statistiques nous démontrent que l'homme ne se contente pas de profiter des méfaits de son fauve, mais qu'il est bien l'instigateur des meurtres. Il décide de l'attaque et choisit les victimes, uniquement des femmes et des enfants. Dans l'affaire des crimes de la bête du Gévaudan, on peut examiner deux sortes de crimes très différents. Des crimes qui sont très certainement dus à des animaux ou à un animal, mais il y a également une intervention d'un serial killer pervers, sadique, sexuel, qui va jusqu'à couper, trancher les têtes de certaines des victimes, puis par la suite, je crois qu'un certain nombre de têtes n'ont jamais été retrouvées, qui va aller déshabiller complètement le corps, ça aucun animal ne l'aurait fait, qui va jusqu'à reconstituer aussi certaines parties du corps, et qui va aussi jouer avec les autorités qui sont à sa poursuite. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve chez un certain nombre de serial killers d'un point de vue psychologique. Chaque fois qu'elle était acculée, la bête trouvait refuge dans la forêt de Thénazère. Entre le clair et l'obscur de ses sous-bois, sa piste disparaissait comme si elle n'avait été qu'une chimère. Elle partageait cet insondable royaume avec Jean Chastel, un vieux garde-chasse qui vivait reclus au fond des forêts avec ses 2 fils et une horde de molosses. Le patriarche était craint. On disait qu'il savait lire et écrire, mais il ne fréquentait pas l'église. Dans la vallée, on l'appelait le fils de la sorcière. De Neval ne croyait, lui, ni aux diableries, ni aux sortilèges. Mais la proximité du clan et de la bête lui paraissait suspect. Cependant, il ne vit jamais Chastel assez longtemps pour pouvoir l'interroger. Vous m'avez donc demandé un avis sur l'écriture de ce personnage un peu mystérieux qui était Jean Chastel. Et nous n'avons de Jean Chastel que 8 signatures. Il suffit de jeter un coup d'œil au lasso de la signature pour voir combien elle est emmêlée. Et on a une lettre, alors où là, la complication est extrême, c'est le T de Chastel. L'écriture est compliquée et on avait affaire à un homme secret, prudent, calculé, ayant de la personnalité, sans aucun doute, et une personnalité même qui pouvait être assez violente, parce qu'on a un appui très, très, très marqué. Il est sûr que les plumes de l'époque induisaient souvent un noircissement. Mais là, on peut penser qu'il avait des pulsions et une nature assez intense. Cette année-là, les récoltes furent désastreuses.
Les paysans, déjà éprouvés par les battues et la misère, étaient au bord de la jacquerie. Ce fait divers devenait peu à peu une affaire d'État. Partout en Europe, et surtout en Angleterre, la presse se gaussait du roi de France. De Neuval n'ayant obtenu pour tout résultat qu'une impopularité croissante, Louis XV envoya en Gévaudan son porte-arquebuse et ami, François-Antoine, avec pour mission d'en finir avec cette bête. Le prestige du monarque était en jeu. François-Antoine était certes un fin chasseur, mais il était avant tout un homme de pouvoir, un diplomate rompu aux missions sensibles. La Malbête accueillit ce nouvel adversaire conformément à son rang. Elle redoubla d'audace et multiplia les exploits. Certaines victimes étaient retrouvées entièrement nues, d'autres saignées comme avec un couteau. La tâche de l'arquebusier s'annonçait délicate. Antoine affirma que l'empreinte qu'il avait découverte était celle d'un gros loup. Dès lors, sa position officielle fut définitive. La bête n'était qu'un loup. Le fait de trouver une empreinte de loup auprès d'un cadavre d'enfant ou autre, cela ne veut pas dire fatalement que c'était le loup qui avait attaqué. Par rapport à ce que pouvait signaler l'Église sur le loup, par rapport aux écrits, par rapport au fait de voir des loups s'approcher des champs de bataille, manger des cadavres, de voir des loups consommer les victimes de peste ou de choléra. On avait peur de l'animal et souvent, c'est le cas quand on a peur de quelque chose, eh bien on racontait n'importe quoi. Depuis l'aube de la christianisation, eh bien, le loup est associé au diable, à Satan. Le loup était évidemment un coupable idéal. Aux battues gigantesques, Antoine préférait le camouflage et l'affût. Le 9 août, c'est encore dans la forêt de Thénazère, la forêt des Chastelles, que la bête fut débusquée. Mais une fois encore, le fauve réussit à s'enfuir. Antoine et son escorte retournèrent alors au château où ils avaient établi leur quartier. Mais la bête, elle aussi, avait fait demi-tour. Elle égorgea la servante du domaine sous la fenêtre du porte-arquebuse. Ce meurtre avait tout d'une provocation, comme un défi lancé aux représentants du roi. Le roi a tout à fait intérêt à réussir dans le Gévaudan, réussir politiquement vis-à-vis de ses provinces. En plus, on est à la fin de la guerre de 7 ans qui s'est très très mal passée pour la France. Et la définition de la monarchie absolue commence à se fissurer très très gravement. Le roi là à intervenir aussi parce que une des images qui sont attachées à la monarchie de droit divin, c'est le pouvoir de guérir, de soigner, de protéger les peuples. Et bien sûr que si Antoine échoue, ça implique la crédibilité et la force du roi, cette force du roi. Le salut d'Antoine se présenta de manière inattendue sous les traits d'une jeune domestique de 20 ans. Surprise par l'attaque, Marie-Jeanne avait opposé ses bras tendus comme ultime rempart aux crocs et aux griffes. La bête avait bondi et s'était empalée sur le couteau que la jeune fille serrait entre ses mains. Le couteau était maculé de sang sur une longueur de 2 pouces. Cette fois-ci, la blessure de la bête était sérieuse, peut-être même fatale. Effectivement, les attaques cessèrent immédiatement. La pucelle du Gévaudan, comme la baptisa Antoine, fut célébrée dans tout le royaume. Pourtant, l'arquebusier ne semblait pas se satisfaire de cette victoire incertaine. Il ratissait le territoire du Fauve, concentrant ses efforts sur les bois de Thénazère. Quand on cherchait la bête, on finissait toujours par trouver les Chastelles. Et ça, Antoine le savait. Le 16 août 1765, 2 gardes d'Antoine à la recherche d'un gué pour traverser un marais rencontrèrent Jean Chastel et ses fils.
Eh Manor, on peut traverser? Ouais, on peut y aller. Allez, viens! Lâche-le! Lâche-le! Lâche! Entre toi! Dès le lendemain, les Chastel furent arrêtés. Pour un tel affront, ils encouraient 5 années de galère. Mais la sentence prononcée par Antoine est différente. Les Chastel seront certes emprisonnés, mais seulement jusqu'à la fin de sa mission en Gévaudan. Le jugement est surprenant et l'incident uniquement fondé sur le rapport des gardes. Trop d'anomalies pour ne pas soupçonner une manœuvre d'Antoine destinée à éloigner les Chastel de la bête. Il y a une période dans laquelle toutes les décapitations ont eu lieu. Et cette période se termine au moment où les Chastel sont incarcérés. Il n'y en a plus après. Il n'y a plus de décapitation après. Quand on regarde une information de ce type-là, il faut la manipuler avec prudence, parce que j'ai un petit peu l'impression d'être un témoin à la charge des Chastel. Depuis le combat de la Pucelle, un mois auparavant, personne n'avait été tué. Mais la bête n'était pas morte. Et ce soir-là, elle semblait même invincible. Monseigneur! Oh non! Non! Ma très chère bonne amie, la confiance dont Sa Majesté a bien voulu m'honorer m'a porté à faire les plus grands efforts pour m'en rendre digne. Et je n'ai rien fait à ce sujet puisque j'ai eu le malheur de ne pouvoir réussir jusqu'à présent. Hier, je fus le témoin d'une scène poignante de désolation. Une mère, dans l'égarement de sa douleur, s'était jetée sur les débris ensanglantés de son enfant, qu'elle serrait convulsivement en poussant des petits cris déchirants. Le secours des chiens de la louveterie n'est pas encore arrivé et je crains que la mauvaise saison ne nous permette de pouvoir nous en servir longtemps. Votre Antoine. Les chiens réclamés par Antoine arrivèrent dès le lendemain. Le jour suivant, 2 gardes signalèrent un gros loup qui faisait des ravages du côté de l'abbaye des Chazes. Après une nuit passée à l'abbaye, Antoine, son escorte et 40 tireurs partirent en chasse. Sur le conseil d'un de ses hommes, l'arquebusier se plaça à l'orée d'un chemin. Presque aussitôt, un gros loup surgit à découvert. La balle d'Antoine lui traversa l'œil, mais le fauve se releva et se dirigea vers le gentilhomme. Par chance, un garde posté aux abords acheva l'animal. Pour François-Antoine, le loup des Chazes arrive à point. À y regarder de près, l'affaire est parsemée d'incohérences, à commencer par la localisation de la chasse, très loin du territoire de la bête. Les contes d'Antoine montrent que les gardes ont fait défricher le bois avant même que le loup n'y soit signalé, et les traces de pièges sur une patte de l'animal trahissent une capture récente. La supercherie a donc été préparée et son exécution parfaitement menée.
On rassembla à la hâte quelques paysans qu'on rétribua pour qu'ils identifient le gros loup comme étant la mâle-bête. Puis, la dépouille fut rapidement envoyée à Clermont pour y être naturalisée afin d'être présentée à Louis XV et exposée à Versailles. Le monde entier devait apprendre que le roi de France avait vaincu la bête du Gévaudan. L'objectif de ces représentations était de restaurer l'image du roi, qui était à l'époque la risée de toute l'Europe. Et donc, le loup des Chazes a été représenté lors de sa mort, quand il a été tué par Antoine de Beauterne, et aussi lors de sa présentation au roi, à la cour du roi. Donc la bête est empaillée, elle est représentée toute figée, toute droite, de grande taille, puisqu'elle arrive à la poitrine des gens présents à la cour du roi, et elle est ainsi montrée comme domptée par le roi, dominée, vaincue. Comme prévu, 3 jours après le départ d'Antoine, les Chastel furent libérés. Sur place, il régnait un calme relatif. Le curé de la paroisse de l'Orsière signalait bien quelques attaques, mais pendant 2 mois, personne ne fut tué. Puis, le phénix surgit à nouveau de ses cendres. Mais la bête était officiellement morte, et la province allait devoir se débrouiller seule. En l'absence d'histoire officielle, la tradition orale transforma peu à peu cette tragédie en une légende hantée par une créature mi-homme, mi-bête, qui surgissait à la fenêtre de ses victimes, se baignait nue la nuit dans la truyère et éprouvait le courage des plus forts en d'interminables joutes nocturnes. L'histoire devenait mythologie, mais les meurtres étaient bien réels. Les attaques continuèrent durant toute l'année 1766. Jeanne Delmas, comme toutes les autres auparavant, déclara qu'une bête l'avait attaquée. Pourtant, les traces de collet qui marquaient le tour de son cou ne laissaient guère de doute sur la nature de son agresseur. C'était bien un homme qui avait tenté de la tuer. Que ce soit l'homme ou l'animal qui attaque, les victimes évoquent toujours une bête. La seule note discordante à cette belle unité est une lettre envoyée au roi par Jacques Portefaix, le courageux garçon récompensé par Louis XV pour avoir défendu ses camarades et mis la bête en fuite. Majesté, ceux qui vous ont déclaré que la bête était un loup vous ont menti. Et la bête, je l'ai vue de près lorsqu'elle nous attaqua. Cette bête était un homme qui n'en était plus un homme connu de tous ici, mais dont je tairai le nom. Étant donné le système qui accourt en Gévaudan, ce système d'honneur et ce système de vendette, ce système profondément enraciné, il a un corollaire, c'est la loi du silence. Si vous voulez, on considère que les comptes ont à se régler de manière interne. Donc, on n'accusait pas, on ne parlait pas en public, et surtout pas à des instances étrangères venant de l'État, des questions internes à la violence de la société civile. Et la bête du Gévaudan a été considérée comme une question interne, bien entendu. À l'automne 1766, après son 86e meurtre, la bête sembla s'évanouir dans la nature aussi soudainement qu'elle était apparue. Ce n'était pas la première fois qu'elle observait une trêve, mais celle-ci semblait durer. Elle avait disparu comme elle était venue, subitement, sans raison. L'hiver entier passa sans aucune trace du monstre. Avant de commettre son crime dans la réalité pour la première fois, le serial killer a déjà tué dans sa tête des centaines, voire des milliers de fois. Et la réalité de son crime n'est jamais à la hauteur de son fantasme, d'où nécessité pour lui de répéter à l'infini ses crimes. Parce qu'un serial killer ne s'arrêtera jamais de lui-même. Quand une série s'interrompt, c'est que le serial killer est en prison ou qu'il est décédé. Au matin du 1er jour de mars, elle déboucha dans la ruelle, se saisit d'une fillette sous les yeux de ses parents, l'emporta et la dévora. Le portrait de la tueuse était toujours identique. Cette fois encore,
Alors qu'on la croyait morte, la bête surgissait du néant pour tuer. Malgré les médisances, Marie d'Anty était amie avec Chastel, comme peuvent l'être parfois une enfant et un vieil homme. La bête tua la fillette le 16 mai, quelques jours avant ses 12 ans. Fou de douleur, le patriarche sembla perdre la raison. Puis soudainement, comme libéré d'un sortilège, le fils de la sorcière se tourna vers Dieu. Jean Chastel était métamorphosé. Il agissait en homme pieux et passait son temps en confession et en prière. Mais pour que sa rédemption soit complète, il lui fallait maintenant abattre la créature. Les balles qu'il fit bénir ce jour-là avaient été coulées dans le plomb d'une effigie de la Vierge. Elles étaient destinées à tuer la malbête. C'est bien sûr dans la forêt de Thé-Nazaire que Chastel et la bête devaient sceller leur destin. Jean Chastel tua la bête du Gévaudan le 19 juin 1767, au lieu-dit la Sogne d'Auvers. Gabriel Boisserie exerce aujourd'hui la même charge que Jean Chastel à son époque. Il est le garde forestier de la forêt de Thé-Nazaire. La Sogne d'Auvers, on va voir là. Elle est en face là. Il y avait un endroit où le bois se resserrait, comme un entonnoir. Chastel, il était posté, bien sûr, au croisement de chemin. Et voyant arriver la bête devant lui, c'est-à-dire, il priait, il avait le chapelet. Il va avoir le chapelet dans les mains. Et il a posé son chapelet ou sa poche, s'il en avait une, je ne sais pas. Il avait dû la voir arriver à portée de fusil. La bête a dû s'arrêter. Peut-être qu'elle l'a vu ou il l'a senti. Et puis c'est là que Chastel a fait feu et a tué la bête. La bête s'était assise devant lui et Chastel l'avait tuée. On transporta la dépouille au château de Besques pour l'exposer au public. Immédiatement, les naturalistes des environs entreprirent de la disséquer. La bête fut complètement démembrée, sa cervelle fut pesée, ses organes découpés et son squelette mesuré. Au bout de quelques jours, il ne restait d'elle que des morceaux fétides et dispersés. Les mesures relevées par les anatomistes sont réunies dans le rapport du notaire Marin. Nous avons confié ces notes au Muséum d'histoire naturelle de Paris afin d'étudier la morphologie de la bête et de la comparer à celle du loup. Cette analyse, complètement inédite, nous a permis d'établir la nature exacte de la bête du Gévaudan. La bête n'est ni une hyène, ni un singe, ni tout autre animal exotique. Sa formule dentaire ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un canidé dont la taille ne laisse que deux options, le chien ou le loup. C'est un mâle de 109 livres, le poids normal d'un loup adulte. Mais son museau est plus court que celui d'un loup et sa tête plus large. L'arcade zygomatique surdimensionnée laisse deviner une mâchoire particulièrement puissante. La crête du crâne et la taille des dents appartiennent au loup, mais la hauteur du profil et le stop du museau évoquent incontestablement la morphologie du chien. De manière générale, l'avant du corps est proche de celui du chien et l'arrière ressemble à celui du loup. Loin d'être une contradiction, la coexistence des deux morphotypes nous permet d'être affirmatifs. La bête du Gévaudan est donc un hybride entre un loup et un gros chien, sans doute un chien mâtin. Ces conclusions sont confirmées par la tache blanche sur le poitrail de l'animal et la grande longueur des griffes qui trahissent la domestication. Voulez-vous? Début juillet, Jean Chastel embarqua son trophée pour le présenter à Louis XV. L'histoire raconte que le monarque, à la vue de la charogne, ordonna qu'on enterre immédiatement les restes nauséabonds dans le parc du château.
Mais il n'existe aucune trace de la rencontre entre Chastel et le roi. Est-ce seulement concevable que la dépouille de la bête, ou ce qu'il en restait après ses multiples dissections, soit arrivée jusqu'à Versailles? Imaginez l'accueil de la cour, un repris de justice, jetant une charogne vieille de 7 semaines aux pieds du roi et revendiquant la gloire et la prime de François-Antoine, ami du monarque. Une dernière fois, la bête avait brouillé sa piste. Jean Chastel, sans gloire et sans récompense, fut renvoyé chez lui où il consacra la fin de sa vie au service de sa paroisse. Son rôle exact dans l'histoire de la bête est encore un mystère. Mais en Gévaudan, les meurtres cessèrent, définitivement.